bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est consacré cet après-midi au travail des collectivités territoriales dans le domaine de l'énergie. Donc l'Institut de la gestion déléguée a souhaité réunir 2 tables rondes et nous verrons tout à l'heure les sujets qui seront abordés par chacune d'entre elles. L'IGD, c'est l'Institut de la gestion déléguée, c'est une fondation d'entreprise qui est née il y a maintenant 25 ans et qui réunit à la fois les collectivités territoriales et leurs différentes organisations, qui réunit les pouvoirs publics, l'État, les différentes assemblées parlementaires, et qui réunit aussi, bien entendu, les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent auprès des collectivités territoriales dans des domaines différents, à travers notamment la délégation et les différents contrats. Alors cet après-midi, nous allons voir le domaine de l'énergie, et donc dans le domaine de l'énergie, un certain nombre de partenaires, à la fois publics et privés, qui pourront vous faire connaître ce qu'ils font dans le domaine de la transition énergétique et qui vous permettront également peut-être de poser des questions comme vous en avez la possibilité. Donc l'IGD est présidé par Hubert Deménil qui nous rejoindra tout à l'heure pour quelques mots de conclusion. Et d'ici là, donc, nous aurons ces 2 tables rondes. La première que je vais introduire très rapidement vous permettra de savoir justement ce que font un certain nombre d'opérateurs pour aider les collectivités territoriales dans ce domaine de la transition énergétique et qui vous permettront aussi de mieux connaître ce que fait l'IGD. L'IGD, il y a maintenant à peu près 2 ans, a souhaité monter un groupe de travail sur l'énergie. Ce groupe de travail a réalisé un rapport qui est en ligne et que vous pouvez télécharger. Le sigle va vous apparaître sur l'écran et cela vous permettra de télécharger ce rapport. Un rapport qui fait d'abord un rappel de l'histoire de l'énergie en France, enfin pas l'histoire très ancienne, mais l'histoire la plus récente. Ensuite, qui montre ce que sont les différentes ouvertures du marché et ce qu'elles ont apporté en termes de possibilités pour les consommateurs et les collectivités territoriales et les entreprises, et puis qui esquisse un certain nombre de propositions, ou en tout cas de pistes de propositions, qui pourront être évaluées dans le temps, qui pourront être approfondies en fonction des débats comme celui d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, les 2 tables rondes sont là pour vous présenter un certain nombre d'éléments de réflexion, d'échange, et l'Institut de la gestion déléguée est justement une sorte de forum permanent, un lieu d'échange entre les différents acteurs pour permettre d'avancer, de faire des propositions, soit sous forme d'amendements quand il s'agit d'une loi en discussion, soit au niveau gouvernemental, ou bien entendu, améliorer les différentes formules qui sont proposées par les opérateurs aux collectivités territoriales. Il nous est apparu que les collectivités territoriales sont les premières en ligne, en quelque sorte, pour la transition énergétique, puisqu'il se trouve que le calendrier a renouvelé l'an dernier ou reconfirmé les équipes municipales et dans les agglomérations, et que dans quelques jours maintenant, les départements et les régions auront à nouveau de nouveaux exécutifs ou reconfirmeront les exécutifs existants, ce qui veut dire que toutes nos collectivités territoriales ont devant elles 5 à 6 ans pour s'emparer du domaine de l'énergie, et on sait que c'est une préoccupation à la fois des élus, mais aussi, bien entendu, de nos concitoyens. Alors, cette première table ronde que je vais vous présenter maintenant, elle a pour thème principal quel type de partenariat entre les organisations ou les acteurs privés, les collectivités territoriales, et surtout quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez compter pour agir au niveau de votre collectivité, si vous-même vous êtes élu directeur de service ou technicien en charge de l'énergie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir à cette première table ronde Hervé Mignon, qui est directeur du développement économique et territoire de RTE. Nous aurons également Christine Séguineau, qui est élue régionale en Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons Yannick Duport, qui est chez Dalkia. Et nous aurons Frédéric Martin, qui est directeur délégué chez GRDF. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par m'adresser à Hervé Mignon. Hervé Mignon, vous êtes directeur du développement économique et territoire de RTE, comme je l'ai dit. Alors, RTE est une société dont on connaît peut-être l'existence, mais en tout cas dont on a un besoin essentiel, puisque c'est vous qui gérez les équilibres et qui amenez l'énergie, en tout cas l'électricité, au plus près de nos territoires. Alors, vous-même, Hervé Mignon, vous avez été un membre de l'autorité de sûreté nucléaire, vous avez été conseiller technique au ministère de la Santé, vous êtes un ancien élève de Polytechnique et de l'École des mines de Paris, et chez RTE depuis 2002, presque d'une vingtaine d'années maintenant, vous avez été en charge de la planification du réseau et d'intégration des énergies renouvelables,
et vous êtes maintenant, comme je le disais, directeur des activités commerciales de RTE. Donc, Hervé Mignon, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce que fait RTE sur le territoire national? Et puis ensuite, on verra quelles sont les perspectives globales que vous pouvez lancer, ou en tout cas, quelles sont les perspectives de RTE pour l'avenir. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette table ronde et en quelques mots, je souhaiterais présenter l'activité de RTE et l'aide que nous pouvons apporter aux territoires dans la mise en œuvre de leur ambition énergétique, dans le cadre de la transition énergétique, avec quelques éléments d'éclairage. Rappelez tout d'abord que RTE, gestionnaire du réseau de transport électricité, est au centre de tous les enjeux aujourd'hui que nous connaissons sur la transition énergétique dans le domaine électrique, et que nous avons une mission de service public d'assurer, de garantir l'accès à tous à une électricité décarbonée, sûre et peu coûteuse, partout sur le territoire, avec la même qualité de service. Nous sommes un opérateur industriel. Notre rôle principal, bien sûr, est de maintenir et développer cette infrastructure vitale qu'est le réseau de transport d'électricité, de piloter à chaque instant, à chaque seconde, les flux d'énergie avec nos voisins européens, mais aussi entre les différentes régions françaises. Et puis, bien évidemment, nous optimisons en permanence nos actions afin de minimiser l'empreinte physique et écologique de notre réseau électrique, sachant que nos ouvrages sont présents sur le territoire d'une commune sur deux en France. Alors, peut-être quelques éléments aussi de contexte global pour rappeler dans quelle feuille de route nous nous inscrivons, dans quelle feuille de route aujourd'hui les territoires français sont pleinement engagés en termes de transition énergétique. Cette feuille de route, elle est définie par ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui nous propose des trajectoires dans les domaines d'énergie, logement, transport, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et elle se décline aussi au niveau national dans nous appelons la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie au niveau national, qui organise les modes d'évolution des aspects de production, d'acheminement, de consommation d'énergie au cours des 10 à 15 années. Et s'agissant du secteur électrique, qui constitue un vecteur fort de cette politique, il y a toute une série aujourd'hui d'évolutions, tant en amont qu'en aval, qui touchent les territoires et sur lesquels les territoires sont des acteurs au quotidien, puisque lorsqu'on s'inscrit dans des temps longs, des horizons pluriannuels de 2050, on voit que l'électrification des usages va constituer un levier fort de mise en œuvre de cette transition énergétique et qu'on va passer au niveau national d'une consommation annuelle de l'ordre de 450-470 TWh vers plus de 600 TWh. Donc, sur la consommation, avec les mesures de maîtrise de consommation de l'énergie, avec les transferts d'usage, l'abandon des énergies fossiles pour des énergies plus décarbonées, nous allons avoir une forte électrification qui va s'accompagner d'une modification aussi toute importante concernant les modes de production, avec bien sûr le développement des énergies renouvelables, électriques, terrestres, tout ce qui est éolien, photovoltaïque, les énergies électriques en mer aussi, avec l'éolien offshore, la fermeture des dernières centrales au charbon qui interviendra d'ici 2022, la réduction progressive du nucléaire, et le souhait de recourir dans tous les secteurs, que ce soit de la mobilité, du bâtiment, de l'industrie ou pour la production d'hydrogène, à davantage d'électricité, une électricité qui sera très largement décarbonée. Alors ces transformations sont de grandes ampleurs, quelques chiffres pour les illustrer, on parle à l'horizon 2035 d'augmenter par 5 la production d'éolien et de photovoltaïque terrestre. On parle aussi à 2035 de la création de 10 gigawatts. Un gigawatt, c'est l'équivalent d'un grand réacteur nucléaire, pour donner un ordre de grandeur. Donc 10 gigawatts d'éolien offshore. Et toutes ces évolutions sont souvent sur le devant de la scène médiatique, avec peut-être une attention du débat public qui s'est beaucoup focalisé sur les aspects de sources de production et qui ont peut-être occulté une réalité opérationnelle qu'il convient de rappeler, c'est que l'industrie électrique, le secteur électrique, constitue une industrie de réseau par excellence et que toutes les sources de production et les sites de consommation ils sont connectés en permanence avec une exigence d'équilibre instantané qui n'existe pas dans d'autres industries. Donc les réseaux, et en particulier les réseaux électriques dans le secteur sur lequel nous travaillons avec les collectivités, jouent un rôle majeur et nous nous devons, avec les territoires, en partenariat avec les collectivités locales,
qui de plus en plus, aujourd'hui, mais encore plus demain, sont les chefs de file de ces différentes politiques, de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour bâtir et réussir leurs ambitions de transition énergétique. Alors justement, dans ce domaine-là, qu'est-ce que RTE peut faire pour aider les territoires à aller plus vite, à aller plus loin dans la transition énergétique? Comment intervenez-vous de façon assez concrète auprès des territoires? Nous avons plusieurs axes d'action, d'aide et de soutien aux collectivités territoriales et aux collectivités locales. Première, c'est tout simplement la manière dont nous pouvons aider la mise en œuvre et le déploiement sur les territoires de ces nouvelles capacités d'énergie renouvelable électrique. On parle du photovoltaïque, on parle de l'éolien terrestre. Pour que ces énergies puissent contribuer complètement au système énergétique, il est nécessaire de les raccorder. Et RTE, en relation avec les distributeurs d'électricité, avec Enedis ou les ELD, met en œuvre toute une série de concertations pour bâtir, élaborer ce qu'on appelle des S3RENR, désolé pour le jargon, pour des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, qui sont un outil à la fois de dialogue avec les collectivités, un outil d'échange avec les différentes parties prenantes, un outil d'aide surtout pour la planification, la localisation des gisements aujourd'hui et demain d'énergie renouvelable et une collaboration concrète avec les collectivités territoriales pour bâtir et mettre en œuvre une optimisation des différents schémas possibles permettant d'accroître le mix énergétique, en tout cas la part renouvelable du mix énergétique, et puis surtout permettre d'optimiser les emplacements, l'utilisation du foncier, l'utilisation bien sûr des territoires et l'agement des territoires. C'est une action concrète qui illustre ce que nous faisons avec les collectivités dans le cadre des démarches de planification qu'elles mettent en œuvre, dans le cadre par exemple des SRADET ou d'autres schémas qu'elles prennent en œuvre et qu'elles mettent en œuvre au niveau local. Nous le faisons sur les énergies renouvelables électriques terrestres, mais nous le faisons aussi sur les énergies marines, sur tout le littoral français. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 gigawatts qui sont aujourd'hui planifiés à l'horizon 2035 en termes de création de nouvelles capacités de production, mais il faut aussi pouvoir les raccorder soit par des liaisons qui sont à courant continu ou à courant alternatif, par de l'éolien qui soit bâti ou de l'éolien qui soit flottant. C'est toute une série de nouvelles technologies que nous déployons et que nous mettons là aussi en œuvre avec les infrastructures portuaires, les différentes collectivités concernées, les acteurs du monde marin, les acteurs et les collectivités terrestres du littoral pour pouvoir accueillir dans les délais nécessaires cette nouvelle forme de production offshore. Donc, premier axe de collaboration concret, comment accompagner les collectivités pour le déploiement des énergies renouvelables au niveau des territoires. Deuxième axe, nous sommes bien sûr aussi partie prenante des nouveaux usages qui sont faits dans ce cas de transition énergétique. Nous sommes sur des questions de mobilité électrique. C'est connu dans les métropoles, le développement de moyens de transport comme le tramway, les bus électriques, l'ensemble des mises en œuvre de transports en commun, de nouvelles mobilités nécessite une adaptation du réseau qui permet d'alimenter en temps et en heure ces nouveaux usages. Et nous sommes aussi, bien sûr, avec Enedis, avec tous les acteurs de la distribution, mobilisés pour accompagner le développement des véhicules électriques individuels. Et nous avons fait des études que nous avons remises au pouvoir public pour éclairer les capacités à moyen et long terme d'accompagner cette mutation, montrant que nous avons la possibilité de disposer de l'énergie électrique nécessaire pour accompagner tout ce transfert d'usage massif qui va intervenir dans les prochaines années et qui va être extrêmement significatif. Et puis, dernier point, peut-être pour illustrer et apporter aussi un éclairage complémentaire sur notre activité. À la fois, nous sommes avec les collectivités engagées pour les aider à mettre en œuvre leurs actions de transition énergétique. J'ai une conviction, et je la partage avec vous, c'est que la transition énergétique, c'est au sein des territoires et par les territoires, aujourd'hui et encore plus demain, qu'elle va se mettre en œuvre. Donc, nous avons des délégations régionales, nous avons toute une série d'entités au plus proche, en proximité avec les collectivités à leur disposition pour les aider, pour les accompagner sur ce sujet. Et pour nous, la transition énergétique, c'est aussi
une manière de participer à la relance économique, à l'ensemble des actions de développement local que mettent en œuvre les collectivités dans leur région, dans leur territoire, pour maintenir l'activité économique, industrielle et créer de nouveaux emplois. Et là aussi, nous sommes un levier fort à disposition des acteurs régionaux, parce que d'une part, nous avons des investissements conséquents. Nous sommes dans une phase où demain, nos investissements vont croître. Nous sommes sur des logiques d'augmentation d'investissement, car vous l'avez compris, nouveaux modes de production, nouveaux usages, et entre les deux, il faut créer et adapter un nouveau réseau électrique, accroître les capacités existantes, raccorder les énergies renouvelables de demain, être en capacité d'accompagner la mobilité électrique, être en capacité de s'adapter aux nouveaux schémas régionaux, à la nouvelle volatilité que va constituer l'éolien et le photovoltaïque en termes d'échange de flux d'énergie au niveau régional, interrégional et national. Et tout cela, ça conduit à un accroissement significatif de nos investissements, des investissements industriels faits sur le terrain, dans les régions, avec beaucoup de sous-traitance locale, avec beaucoup de PME, beaucoup d'acteurs présents sur les territoires. À titre d'illustration, lorsque RTE investit 1 euro sur son réseau, c'est 1 euro de plus qui est créé dans le PIB régional et donc dans le PIB national par manière de valeur ajoutée de manière indirecte, l'aspect induit et indirect de notre activité. Même chose, lorsque nous créons un emploi supplémentaire RTE, c'est 8 emplois en tout qui sont soutenus au sein de l'économie locale et au sein de l'économie nationale. Nous avons donc un effet de levier keynésien, comme le disent les économistes, qui nous permet d'être un accélérateur et une aide concrète avec les collectivités territoriales pour leur développement local. Et puis, je terminerai. Nous sommes un vecteur fort de la table ronde. Et vous parliez des régions. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers Christine Seguinot, qui est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on vous rejoint dans votre belle région. Vous avez des diplômes d'ingénieur en énergie et vous avez enseigné et vous avez fait de la recherche au niveau de l'Université de Bordeaux. Et maintenant, vous êtes une élue dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans le cadre des compétences des régions, comment abordez-vous, par exemple, le problème quotidien des habitants d'une région? Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe de façon très concrète pour vous et pour améliorer justement les conditions de vie de nos concitoyens à travers la transition énergétique? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Donc, je vais essayer de répondre le plus simplement possible à votre question. Donc, voilà, juste pour vous donner quelques chiffres, si vous ne connaissez pas, donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est 6 millions d'habitants. C'est la plus grande région de France. On est une surface qui équivaut à celle de l'Autriche. Donc, notre action, elle est vraiment sur tous les territoires. Donc, aller toucher directement les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, ça passe notamment par les dialogues que nous pouvons avoir avec les collectivités locales à différents échelons. Et pour ce qui concerne l'énergie, donc on est chef de file sur l'énergie. Et donc, comme le rappelait le précédent orateur, et j'invite tout le monde aussi à lire le rapport que vous avez édité qui explique un petit peu qu'est-ce que le SRADET, donc ce schéma régional qui va permettre sur différents niveaux, qui est un document de référence qui surplombe après les SCOT et les PLU. Donc, ce document, nous, on a un volet, comme dans tous les SRADET de France, qui concerne donc le plan climat, air, énergie. Et donc, dans cet objectif, nous avons eu de grandes ambitions, puisque vous le savez, les scientifiques nous l'annoncent depuis longtemps. Il faut absolument que nous réduisions fortement nos gaz à effet de serre pour pouvoir permettre de ne pas avoir cette augmentation de température sur la Terre. Donc, il faut agir et vite. Et on a 10 ans pour le faire. Donc, voilà, il faut vraiment agir. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'à l'horizon 2050, nous puissions donc réduire de 50% nos énergies de consommation d'énergie finale et également de pouvoir augmenter
très drastiquement les énergies renouvelables. Et pour cela, nous avons mis en place différents dispositifs qui vont bien sûr, j'espère, perdurer avec le prochain mandat. Et donc, si vous le voulez, je peux vous faire un petit zoom. Et puis, alors, on a également aussi le plan régional d'efficacité énergétique qui, donc là, permet donc à toutes les communautés de communes qui ont la compétence aussi énergie de travailler avec elles pour faire des plateformes de la rénovation énergétique et qui est en lien également avec le dispositif SAR qui a été mis en place par l'État. Et si on veut le faire un petit peu simplement, ça remplace un petit peu tout le réseau des conseillers espace info énergie qui avant était cofinancés par l'ADEME et qui maintenant sont cofinancés avec l'État et la région via des certificats d'économie d'énergie. Et cela, ça devrait permettre de pouvoir faire un grand plan de rénovation sur la Nouvelle-Aquitaine, puisque l'on sait bien que le bâtiment est à peu près sur notre région à 40% responsable des gaz à émissions à effet de serre. Alors, vous évoquez la compétence régionale qui est chef de file. Alors, comment vous y prenez-vous de façon très concrète pour ceux qui nous regardent maintenant, pour entraîner avec vous, en tant que chef de file, d'autres collectivités territoriales au niveau municipal, d'agglomération ou autre? Alors, il y a beaucoup de dispositifs. Donc, nous avons par exemple les contrats de territoire qui se font avec des communautés de communes, avec des espaces de dialogue, de concertation, pour essayer de voir un petit peu les actions que veulent mener ces communes dans, on va dire, l'intérêt régional avec les politiques que nous souhaitons, donc réduire les consommations, améliorer les bâtiments, par exemple. Et donc là, on établit des contrats qui permettent d'avoir après des cofinancements sur certaines actions qui vont être prioritairement fléchées. Et tout ça avec un dialogue permanent avec les collectivités locales. Et puis, si elles le souhaitent, y intégrer bien sûr les habitants. Aux élus des différents territoires, collectivités territoriales, villes, villages ou agglomérations, de se retourner vers leur région pour aller voir leur chef de file. Et de manière très concrète, vous disiez également que dans votre région, vous avez amélioré en termes d'énergie tout ce qui touche au transport scolaire. On verra dans la deuxième table ronde ce que font les autorités organisatrices, puisque vous êtes vice-présidente du GART. Mais de façon très concrète, là aussi, sur le terrain, comment ça se passe pour améliorer le fonctionnement des transports scolaires avec une vision beaucoup plus sobre en énergie? Alors, si je puis me permettre, je vais d'abord faire un petit aparté sur le biogaz, enfin le bio-GNV, puisque nous avons mené une étude sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, sur la faisabilité, sur la possibilité financière aussi d'accompagner cette production de bio-GNV. Donc là, c'est pareil, on a un objectif, c'est d'arriver donc à produire à l'horizon de 2030, 30% de gaz vert en Nouvelle-Aquitaine. Et pour cela, nous avons mis en place un schéma régional où là, on va aider soit des collectivités, soit des entreprises, suivant un schéma qui permette de pouvoir avoir de l'avitaillement un petit peu partout sur la région Nouvelle-Aquitaine pour des stations de recharge rapides pour du bio-GNV et également pour faciliter cette transition, aider à l'équipement de changement de moteurs sur des camions, par exemple. À peu près 500 camions peuvent être financés via la région. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et sur les transports, j'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, nous on a la compétence avec la loi NOTRe sur les transports scolaires et interurbains. Et donc là, l'objectif, il est double. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on puisse donner une offre très importante. Donc là, nous, c'est 12 départements. Donc, à l'échelle de chaque département, suivant la date de renouvellement de la délégation de services publics, on a relancé donc un marché après concertation avec les territoires également pour essayer de pouvoir améliorer l'offre d'un point de vue passage des retours, enfin des départs et des retours tardifs, par exemple, un meilleur cadencement et également sortir du diesel. Et donc, pour cela, par exemple, pour la Gironde, qui est le département dans lequel j'habite et je suis référente sur ce domaine, voilà, dans mon département,
Et donc là, on a à peu près maintenant 40% des kilomètres parcourus qui vont se faire soit avec une technologie, enfin massivement avec du bio-GNV, et on a une ligne électrique, puisque après, ben voilà, chaque solution technique a parfois aussi ses limites, et notamment pour la technologie des cars interurbains, donc qui font de longues distances. Et la Gironde est un département qui est très grand aussi. Donc voilà. Donc là, ça nous permet de pouvoir agir très concrètement sur la diminution des gaz à effet de serre sur les flottes qui sont en délégation de service public. Je vous remercie, parce qu'on y reviendra, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la deuxième table ronde où on parlera des mobilités. Et je voudrais maintenant me tourner vers Yannick Duport. Yannick Duport, vous êtes vous aussi un ancien ingénieur INSA en génie physique. Vous avez fait une longue carrière chez EDF et vous êtes occupé notamment des mobilités et du commerce en Île-de-France. Et depuis le début de cette année, vous êtes chez Dalkia. Dalkia, dont vous allez nous dire quelques mots. Qui est Dalkia? Que fait Dalkia? Et en quoi Dalkia peut intéresser les collectivités territoriales? Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, Dalkia, en quelques mots, c'est une filiale du groupe EDF, un des leaders en France des services énergétiques et de la production d'énergie décentralisée. Nous intervenons sur 3 activités principales. Les réseaux de chaleur et de froid dont on va parler, les services pour l'efficacité énergétique des bâtiments et les solutions énergétiques pour les sites industriels. On accompagne ainsi nos clients dans leur transformation énergétique grâce à nos 2 métiers, valorisation des énergies renouvelables locales, par exemple la biomasse, la géothermie, les énergies de récupération, par exemple la valorisation de la chaleur dégagée dans les sites industriels ou les data centers qui seront de plus en plus nombreux avec l'évolution du numérique. Et le deuxième pilier, c'est les économies d'énergie avec le contrat de performance d'énergie. Donc nous proposons finalement à nos clients des solutions sur mesure à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, d'un site industriel pour relever ensemble le défi de la transition énergétique. C'est à la fois réduire des consommations d'énergie et améliorer la performance environnementale, mais aussi économique de leur installation. Et pour tout ça, Dalkia s'appuie sur ces hommes et ces femmes et c'est près de 18 000 salariés qui gèrent 340 réseaux de chaleur et de froid, plus de 4 200 établissements de santé, plus de 2000 sites industriels et ces 2 millions de logements collectifs chauffés. Marche un réseau de chaleur, de toute façon un petit peu rapide pour les Béotiens? Écoutez, c'est très simple. Un réseau de chaleur, c'est finalement un système de distribution avec de la chaleur produite qui est produite de façon centralisée et localisée dans les territoires qui permettent de desservir finalement des usagers, des clients. Ça comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, l'eau ou la vapeur, et un ensemble de sous-stations d'échange qui se trouvent dans les bâtiments, à proximité des bâtiments, qui sont desservis par un réseau de distribution secondaire. Et finalement, cette chaleur va aller dans ce circuit être transmis dans le réseau de chauffage du bâtiment jusqu'au radiateur, au plancher chauffant et au travers des circuits d'eau chaude sanitaire. Et pour ça, il existe différentes natures ou types de réseaux avec différentes températures, des réseaux à eau chaude qui vont de 60 à 110 degrés. C'est plutôt pour des groupes d'immeubles, d'habitations, de bureaux, des hôpitaux, des établissements industriels, mais cela ne consomme pas forcément de la vapeur en direct. Il y a des réseaux d'eau surchauffés où là, on va jusqu'à 180 degrés, entre 110 et 180 degrés. C'est principalement utilisé pour des réseaux de plus grande envergure qui alimentent des bâtiments qui nécessitent des températures élevées. Alors, je pense aux abattoirs, aux laveries, à des industries textiles. Et enfin, il y a des réseaux en plus forte température, au-delà de 200 degrés. Là, on est sur une utilisation qui est quand même plus limitée et c'est notamment présent pour de la fourniture de vapeur industrielle. Donc, on peut dire que vous vous intéressez en priorité à des logements ou à des groupes de logements, à des équipements publics lourds. Et si une collectivité est intéressée, comment doit-elle s'y prendre pour se rapprocher justement d'une idée, d'une réalisation comme celle que vous évoquiez?
Écoutez, à ce stade, les porteurs de projets, ils sont variés, hein. La collectivité elle-même, la commune, les établissements publics, les offices d'HLM, les hôpitaux, les porteurs privés. Alors évidemment, la collectivité peut s'appuyer sur des experts, hein, comme Dalkia ou d'autres, qui accompagnent au travers de la conception, de la construction, de l'exploitation également d'un réseau de chaleur. Évidemment qu'il y a une étude préalable qui est nécessaire pour identifier les énergies locales qui sont disponibles, les optimisations énergétiques également à réaliser à partir des bâtiments qui sont potentiellement raccordables. Il y a un besoin d'études d'opportunité, d'identification des périmètres, des identifications des besoins, et puis après une étude de faisabilité. Bref, l'équation consiste à trouver une solution compétitive, écologique, performante aussi pour le réseau de chaleur ou de froid dans le périmètre qu'il conviendra de définir par le porteur de projet. Et concernant les réseaux publics, différents modes de gestion peuvent s'appliquer selon le mode de construction du réseau et son exploitation, avec par exemple des délégations de services publics, avec des constructions faites en totalité par le délégataire ou partagées avec la collectivité. Alors là, pour le coup, l'Institut de la gestion déléguée peut apporter des réponses aux gens intéressés, puisque à l'IGD, il y a des compétences diverses et variées pour justement trouver la meilleure formule de contrat, de délégation de services. Et alors, en termes d'investissement, ou éventuellement, je me fais un peu le porte-parole des collectivités territoriales qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des subventionnements possibles ? Oui, alors ces réseaux de chaleur nécessitent bien sûr des investissements qui sont significatifs avec une vision moyen terme, long terme, hein. Alors ça dépend du périmètre évidemment, des kilomètres de réseau à construire, de la technologie choisie, du choix des énergies aussi. Je pense que le territoire, la collectivité doit se forger une vision, définir un schéma directeur de la politique énergétique que le territoire souhaite mettre en œuvre. Et pour leur financement, il existe différentes possibilités, que ce soit en fonds propres ou en tiers financement. La tendance, il est vrai, elle est plutôt aujourd'hui au cofinancement avec des créations de structures qui sont parfois hybride, commune, à la fois publique, privée, dans un partenariat plutôt gagnant-gagnant. Et puis en ce qui concerne la réglementation du fait de cette lutte contre le réchauffement climatique, elle est vraiment favorable au développement des réseaux de chaleur. Il y a des mécanismes d'aide en place, les subventions type C2E, pour des droits raccordement, je pense au fonds chaleur, bref, tout un tas de mécanismes qui existent pour soutenir le développement. Je pense que le réseau de chaleur et de froid, c'est vraiment un bel outil de transition énergétique et c'est le bon moment pour décarboner les territoires. Très bien, merci. Je vais me tourner maintenant vers Frédéric Martin. Frédéric Martin, qui est directeur général délégué de GRDF. GRDF, qui est le distributeur du gaz. C'est à peu près, si je me souviens bien, à peu près 10 millions de nos concitoyens, enfin de foyers qui sont raccordés au gaz par GRDF. Mais on entend ou on lit beaucoup de choses sur l'avenir du gaz. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer où nous en sommes, Frédéric Martin, sur l'avenir du gaz dans notre pays, en sachant que vous avez été longtemps, après avoir été ingénieur, vous aussi, des arts et métiers, vous avez été directeur général du pôle réseau urbain de GDF Suez Énergie et que vous êtes, comme je disais, actuellement directeur général adjoint de GRDF. Donc, le gaz a-t-il encore un avenir dans notre pays? Tout à fait. Je ne peux pas être plus direct, c'est un oui franc et massif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu à GRDF, puisqu'il y a un challenge qui s'offre à nous, et comme le disait le précédent intervenant, c'est le moment de décarboner nos émissions et de créer de la valeur dans les territoires. Alors GRDF, en quelques mots, c'est d'abord 11 millions, vous voyez, il faut un petit peu réactualiser, on a 1 million de clients en plus, et donc c'est une bonne nouvelle pour nos collectivités locales, puisque GRDF intervient en gestion déléguée pour gérer les actifs gaziers de 9 600 communes, qui représentent un peu plus de 75% de la population française. Alors oui, effectivement, j'allais dire la course climatique que nous menons tous, tout acteur confondu, actuellement en France et dans d'autres, évidemment sur toute la planète, nous conduit à chercher des solutions locales. Et comme l'indiquaient très justement les différents intervenants préalables, les territoires sont en première ligne et sont la clé de réussite de cette transition énergétique. Alors la clé, elle est connue, c'est évidemment en premier lieu une maîtrise de l'énergie. Je pense que chacun d'entre nous doit d'abord s'assurer qu'effectivement on réduise au maximum les besoins énergétiques. Je pense que pousser à la consommation n'est pas sain, on le sait tous. Et le deuxième axe, c'est évidemment le verdissement de de l'énergie fossile.
À ce titre-là, il y a une opportunité très importante qui s'offre à la France. Aujourd'hui, comme vous le savez, la majorité du gaz que l'on consomme en France pour se chauffer, pour cuisiner, pour être utilisé en mobilité est actuellement importé. Et donc, nous travaillons dans le cadre des PCAET et SRADET mis en place par les collectivités pour passer et créer de la valeur dans les territoires par la mise en place d'outils de production directement localisés en France. Donc, à ce titre-là, il y a une très forte dynamique actuellement dans lequel nous accompagnons les collectivités locales au-delà de notre mission d'exploitation et de construction de nos réseaux de gaz. C'est évidemment le raccordement de tous ces nouveaux porteurs de projets, qu'ils soient agricoles, publics ou industriels, et qui aujourd'hui créent de la valeur dans les territoires et accélèrent j'allais dire, la transformation de ce mix énergétique gazier qui, à 2050, doit être 100% vert. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe très bien. Alors, on accompagne également nos clients, comme notamment en Nouvelle-Aquitaine, et comme il a été indiqué, dans les migrations, par exemple, en termes de mobilité, sur la conversion de flotte, notamment, que ce soit des bus, des belles ordures, des camions. Aujourd'hui, dans toutes les métropoles, on voit aujourd'hui, notamment dans les zones à faible émission, tous les transporteurs qui sont en train de passer au GNV, au bio-GNV. On est déjà dans la phase finale. Et donc, c'est important puisque rien que par exemple, sur la filière agricole, il y a 7000 emplois qui ont été créés là, sur les 4 dernières années, et on est sur une trajectoire d'emploi de 53 000 à échéance de 2030. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, GRDF, en tant qu'exploitant, est aussi là pour accompagner et entre guillemets, servir les autorités concédantes pour créer de la valeur au cœur de la vie des territoires. Donc, d'une certaine manière, vous dites que les gaz et le gaz nouvelle génération, en quelque sorte, peut être un bon moyen d'assurer ou d'assumer la transition énergétique. Clairement, d'abord, c'est un objectif qui a été fixé par les pouvoirs publics, d'un verdissement rapide de la molécule du gaz. On est sur une montée en charge rapide. Aujourd'hui, on est sur à peu près 250 méthaniseurs qui injectent directement dans le réseau. Et on est sur un rythme de montée en charge d'à peu près de l'équivalent de 3 TWh par an, ce qui est important. Si vous voulez un exemple plus concret, c'est entre 2 et 4 méthaniseurs qu'on raccorde par semaine. Donc, vous voyez que c'est important. C'est une démarche qui se fait en total lien avec les territoires pour évidemment travailler sur l'acceptabilité. Il est important d'avoir toutes les précautions pour que ces projets soient acceptés. Et c'est pour ça que les SRADET et les PCAET sont aussi importants parce qu'ils sont la meilleure synthèse de la disponibilité des ressources en local et de la validation de l'acceptabilité locale des différents moyens, puisque comme vous le savez, comme ça a été indiqué, il y a beaucoup d'énergies renouvelables en local qui sont très différentes d'ailleurs d'une région à une autre. Il est important que, les pouvoirs publics locaux valident en gros les sujets d'acceptabilité en local. Voilà, donc c'est un point sur lequel nous accompagnons les pouvoirs publics tous les jours. De manière assez concrète, si sur un de nos territoires, dans des communes rurales, il y a des projets de méthaniseurs, vous accompagnez ces projets pour les raccorder au réseau et de la même manière, ensuite, vous distribuez. Donc, il y a un double rôle de GRDF dans les réseaux, à la fois pour raccorder et pour distribuer. Tout à fait. Historiquement, les actifs gaziers étaient plutôt, issus des cœurs de ville, donc des tissus très urbains. Aujourd'hui, on fait un lien entre les territoires, ruraux et les territoires très urbains. Et effectivement, dès qu'un porteur de projet arrive, nous réalisons ce qu'on appelle des plans de zonage en concertation avec les chambres d'agriculture, avec les collectivités. Ces plans de zonage sont ensuite validés par la commission de régulation de l'énergie. Ça permet d'avoir une visibilité pour l'ensemble des acteurs locaux, pour savoir où vont passer les canalisations. Il faut avoir en tête que 80% à peu près du potentiel des déchets agricoles est à moins de 10 km des réseaux de consommation. Donc, c'est quelque chose de facile. On n'a pas de contrainte de réseau. Ça, c'est un point important à souligner. Et effectivement, une fois que ces porteurs de projets agricoles ou publics ont décidé de se raccorder, on les accompagne souvent par des chartes, des labels, en termes de documentation. Et puis, évidemment, le raccordement. Et ce gaz produit localement va ensuite permettre d'alimenter des chaufferies individuelles, collectives, pour chauffer, transporter des bus
Voilà, donc c'est les mêmes usages qu'aujourd'hui que le gaz que nous importons. La seule différence, ça sera du gaz made in France, produit par les différents acteurs locaux. Donc c'est ça la grande transition au niveau de GRDF. C'est cette troisième révolution gazière, hein, après le gaz de ville qui était issu du charbon, qui a été complètement abandonné j'allais dire, à la faveur du gaz naturel importé de l'étranger. Aujourd'hui, on revient sur le territoire français, mais ce coup-ci avec des énergies renouvelables locales. Alors, merci. Nous avons une question de Pierre Clément qui nous regarde et qui nous écoute et qui voudrait, alors je pense que c'est peut-être au niveau de RTE qu'on a la réponse. Si Hervé Mignon peut nous apporter quelques éclaircissements. Pierre Clément nous demande quelle est la proportion de raccordement des énergies renouvelables entre RTE et Enedis. Donc, tout à l'heure, vous nous disiez que, par exemple, RTE est là pour raccorder les champs éoliens offshore parce que c'est du lourd, si on peut dire. Et de la même manière, il y a sans doute des plus petites productions qui, elles, sont raccordées directement par Enedis. Donc, est-ce que vous avez en tête déjà une répartition entre RTE qui transporte l'électricité et Enedis qui la distribue? Oui, et effectivement, sur les énergies renouvelables électriques, il faut distinguer les grandes modes de production type éolien offshore, où là, ça va être directement, compte tenu des niveaux de puissance qui vont être injectés, un raccordement fait sur notre réseau de transport d'électricité. Les 10 gigawatts prévus à l'horizon 2035 seront intégralement raccordés au niveau des RTE. Pour tout ce qui est énergie renouvelable terrestre, l'éolien terrestre, le photovoltaïque, la plus grande majorité de ces raccordements se font de manière directe sur le réseau de distribution, sachant qu'on est face à un phénomène où, j'allais dire, les petits ruisseaux s'accumulant, on arrive à des grands fleuves. Et si vous voulez injecter au même moment toutes les productions éoliennes ou photovoltaïques créées par le vent ou par le soleil dans telle ou telle région, très rapidement, les flux d'énergie, les flux d'électrons qui vont être créés vont remonter au niveau du réseau de transport. Ils ne vont pas rester uniquement au niveau de la distribution. Il va y avoir un aspect de mutualisation, la prise en compte d'une plus grande volatilité, puisque ce sont les conditions météorologiques qui vont définir ce qu'il en est en termes de disponibilité, une plus grande compte aussi d'une dispersion géographique qui va être différente. Il y a certaines régions qui sont très ventées, d'autres régions qui sont très ensoleillées. Tout cela va accroître les besoins de ce qu'on appelle la mutualisation. Et pour répondre directement à la question, c'est qu'au-delà du raccordement qui peut se faire sur tel ou tel réseau, Enedis, distribution ou transport, au final, c'est bien 100% des énergies renouvelables qui vont se retrouver sur le système électrique à la maille interrégionale. Exactement, c'est bien 100% de cette énergie qui va être gérée, d'où les besoins que j'évoquais d'adaptation du réseau, de capacité à continuer à assurer de manière sûre. La question de la sécurité d'approvisionnement est un facteur clé. La gestion de ces nouvelles formes de production dans l'avenir. Parce que nous avons d'autres questions et celle-ci, elle concerne le domaine du gaz. Alors, je me retourne vers Frédéric Martin pour deux questions de nos participants, notamment Delphine Garnier qui nous dit « Est-ce que le GNV bio sera suffisant en quantité ?» Je ne sais pas si Frédéric Martin est toujours là, autour de la table. Oui, tout à fait. Oui, cela ne pose pas de problème, puisqu'on est dans une logique, comme je l'indiquais clairement, de baisse des consommations, entre guillemets, de volume de gaz demandé par nos clients. Vous le savez que le plan de relance a, j'allais dire, enclenché d'énormes travaux sur les enveloppes, et les trajectoires des différents organismes montrent que je dirais, l'objectif de la nation, c'est vraiment de maîtriser cette demande d'énergie, quelle que soit d'ailleurs son origine. Et la trajectoire 2050 donne une baisse de l'ordre de 30%. Donc aujourd'hui, la production locale estimée d'énergie renouvelable, qu'elle soit d'origine agricole, des biodéchets qui vont apparaître de l'ensemble des collectivités locales à partir de 2023, des déchets, d'autres déchets qui alimentent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui traités ou exportés, couvre très largement aujourd'hui les consommations actuelles. Donc, ce que l'on dit, la projection, c'est que la baisse attendue grâce aux travaux sur les enveloppes pour maîtriser l'énergie va très largement compenser la hausse de ces nouveaux usages, notamment sur la mobilité, et c'est quelque chose que l'on ne craint absolument pas.
Alors, dernière question très complémentaire, une question d'Hélène Delay. Est-ce que les infrastructures de gaz existantes sur notre territoire ne sont pas surdimensionnées par rapport à la transition que vous avez évoquée? Alors, non, je dirais même que c'est un avantage. On a des réseaux, enfin, je prends le cas de GRDF, on a des réseaux dont la durée de vie est proche de 100 ans aujourd'hui parce qu'on ne sait pas mesurer au-delà. Et donc, on a l'avantage d'avoir des réseaux qui existent, des réseaux qui ne nécessiteront pas d'investissement lourd pour adapter l'arrivée de ces nouveaux gaz, hein, c'est un point important. Pour donner un ordre d'idée, la captation de l'ensemble du potentiel agricole devrait augmenter le linéaire généré du patrimoine des collectivités locales en termes d'actifs gaziers de l'ordre de 5%. Donc, on voit que c'est mineur. Et le gros avantage, c'est que les qualités intrinsèques des infrastructures gazières permettent d'accepter sans réserve la production locale de ces énergies renouvelables pour pouvoir les consommer en hiver, puisque les infrastructures gazières, tout le monde ne le sait pas, mais nous disposons en France d'une capacité de stockage très importante qui permet aujourd'hui de passer les hivers sans aucun problème. Et au contraire, c'est un avantage. Les réseaux existent, ils sont déjà pour la partie amortie et ils sont tout à fait, et dès aujourd'hui, adaptés à récupérer, j'allais dire, la production locale renouvelable produite dans les territoires. Je vous remercie. Donc, on en a terminé de cette première table ronde. Merci d'y avoir participé les uns et les autres. Et on va maintenant aborder la deuxième table ronde de cet après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rebonjour, donc nous allons maintenant retrouver autour de la deuxième table ronde d'autres partenaires pour un sujet qui est lui aussi très concret. Il s'agit de savoir ce que peuvent faire les collectivités territoriales dans le domaine de la transition énergétique, là aussi à la fois avec des élus et des partenaires. Alors, la première personne à qui je voudrais m'adresser, c'est Christophe Basile. Christophe Basile est un maire, le maire d'une charmante commune du Forêt dans la Loire, une commune qui est elle-même chef-lieu d'une grande agglomération. Christophe Basile est par profession lui-même intéressé sur son territoire. Il est très investi sur son territoire et il a, je dirais, monté une clinique vétérinaire. Et puis, il est maire depuis maintenant un mandat, c'est son deuxième mandat, et il préside une grande agglomération Loire-Forêt. Donc, je voudrais demander à Christophe Basile comment ça se passe pour un maire qui a envie d'entreprendre la rénovation énergétique. Comment ça s'est passé jusqu'à présent et quelles sont les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre et quels sont les résultats qu'on a obtenus, notamment dans le domaine de la rénovation des bâtiments, et Dieu sait qu'on sait qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Eh bien, d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On a effectivement, Loire-Forêt, c'est une grosse agglomération, 87 communes, 110 000 habitants, avec une ville-centre, Montbrison, qui en a 16 000. Alors, d'abord, il faut avoir une vraie volonté. La rénovation énergétique, ou en tout cas, ce qu'il faut faire pour mieux isoler nos bâtiments, c'est un vrai chantier. Ce sont des vrais diagnostics. Il faut être aidé. Nous n'avons pas l'ingénierie dans nos communes de 16 000 habitants pour pouvoir mener à bien en interne ce travail. Donc, il faut s'entourer de cabinets d'études, il faut s'entourer d'ingénierie.
Je salue la présence de Roland-Michel Blaiseau à cette table ronde. Il sait très bien ce dont je parle. Et quand on se retrouve dans des dispositifs cœur de ville, ça aide beaucoup. Alors, cela dit, depuis 2014, diagnostic a été fait de l'ensemble de nos bâtiments et la priorité, c'est d'investir dans la sobriété énergétique. Donc, isolation des bâtiments, reconfiguration de la façon dont on gère nos piscines. Vous savez que les piscines sont un pourvoyeur très important de consommation d'énergie et on a énormément investi, par exemple, dans nos piscines intercommunales où on a mis en place un système de cogénération qui fait faire des économies énormes en matière de chauffage. On a un système de recyclage des eaux grises qu'on appelle avec un contrôle du réapprovisionnement de la piscine en fonction de son activité. Tout ça génère d'énormes économies d'énergie, des économies financières certes, mais d'énormes économies déjà. Concrètement, c'est vraiment comme cela que nous avons pratiqué. Diagnostic énergétique, investissement dans les économies d'énergie. Et alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est d'abord le coût de l'ingénierie et la rentabilité. Il faut avoir une rentabilité relativement rapide. Les collectivités ne peuvent pas se permettre de s'endetter ad vitam aeternam avec des rentabilités ou des retours sur investissement trop longs. Et c'est là que le bât blesse, y compris dans certains délais administratifs. Quand une collectivité investit, elle est soumise au code des marchés publics, elle est soumise à un certain nombre de choses, et on a des délais qui sont incompressibles, relativement longs, et quelquefois, on perd un peu d'argent et un peu de temps qui, peut-être pour des communes plus petites, découragent des investissements dans le sens des économies d'énergie. Alors, quand vous voulez entraîner le mouvement sur un territoire comme le vôtre, il y a des maires nombreux, de différentes sensibilités, et il y a des administrations à convaincre, il y a des opérateurs privés. Quand vous voulez accélérer, est-ce que vous rencontrez des freins en termes d'acceptabilité, en termes de problèmes juridiques, financiers ou administratifs? Comment ça se passe et qu'est-ce que vous pourriez recommander aux autres élus qui nous regardent? Alors, il faut convaincre ces équipes municipales et les équipes communautaires. Première chose, il faut avoir une vraie volonté collective d'élus. Donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure avec les plans climat, air, énergie territoriale ou les stratégies de TEPOS. C'est vraiment des choix de collectivité générale. Donc déjà, premier point, convaincre les collègues élus. Le deuxième, c'est le montage de certains dossiers administratifs de subvention. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voulez avoir un fonds européen au travers de programmes leaders, voilà, il faut avoir un service politique contractuel comme on a à Loire-Forêt, c'est-à-dire l'ingénierie qu'il faut pour pouvoir aider les maires de petites communes à pouvoir accéder à ces fonds. C'est là où le rôle des agglos est très très important pour les petites communes. Alors finalement, les freins, ils sont récurrents dans notre pays. C'est à tous les échelons, à nous de déverrouiller. Et quand le national nous permet de déverrouiller, de pouvoir accélérer, ça aide beaucoup. On a, par exemple, et on en parlera peut-être, mais sur les plans d'investissement aujourd'hui, investir et aider les communes à investir par un soutien d'investissement dans les économies d'énergie ou la rénovation énergétique, moi, je pense que c'est un bon plan pour l'avenir. Merci, Christophe Basile. On reviendra peut-être tout à l'heure sur d'autres questions que vous rencontrez ou auxquelles vous avez peut-être des réponses à apporter. Je voudrais maintenant me tourner vers Emmanuel Cos, qui préside l'Union sociale de l'habitat. Emmanuel Cos, on s'en souvient, vous avez été ministre et vous êtes aujourd'hui donc en charge de ce dossier très important pour la transition énergétique que sont les logements sociaux. Alors, en tant que président de l'Union sociale de l'habitat, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce que fait l'Union sociale de l'habitat ? Alors, l'Union sociale pour l'habitat, déjà, bonjour à toutes et à tous. L'Union sociale pour l'habitat, c'est une confédération. Donc, en fait, ça relie l'ensemble des bailleurs sociaux. Ça représente à peu près un volume de 5 millions de logements. Donc, vous l'avez dit, tous les enjeux énergétiques, mais aussi les enjeux d'adaptation liés à la législation sur le climat, etc., vont être en fait nos dossiers à venir et sont évidemment très importants pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a un parc de logements assez volumineux et une partie est assez ancienne. Et puis aussi parce qu'on produit chaque année des logements neufs et qu'il va falloir aussi qu'on s'adapte sur ces deux points. Et une des actions de l'Union sociale pour l'habitat, c'est en fait d'aider l'ensemble des bailleurs sociaux à acquérir la compétence professionnelle, la compréhension des enjeux, mais aussi de les aider à passer les étapes.
Par exemple, là, dans la loi climat et résilience, qui n'est pas encore totalement adoptée, mais dont on connaît à peu près les grandes lignes, avec notamment l'éradication des passoires énergétiques G, puis F, puis plus tard E, ça veut dire que nous, il faut qu'on accompagne nos bailleurs pour monter en puissance et y arriver. Donc, c'est une grande mission de l'Union. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, et notamment une qui est aussi de répondre aux besoins des territoires. J'écoutais à l'instant M. le maire qui expliquait aussi des besoins de compétences dans des territoires, et en particulier des villes moyennes ou des petites villes. Alors, parfois, on a la chance d'avoir des bailleurs sociaux qui sont dans ces territoires-là et qui y participent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'on a aussi des enjeux de compétences, nous, à transmettre, voire à faire de la maîtrise d'ouvrage social dans pas mal d'endroits. Alors, on parle communément des logements qui sont des passoires thermiques. Alors, est-ce que, de votre point de vue, les bailleurs sociaux vont plus vite ou vont au même rythme que la transformation des logements dans le pays? On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'investissements qui se font dans les logements sociaux aujourd'hui. J'ai un point de vue, mais surtout, le gouvernement en a un, puisqu'il a reconnu qu'en fait, les bailleurs sociaux étaient ceux qui avançaient le plus vite dans la rénovation du parc HLM. Pendant longtemps, enfin, on rénove à peu près chaque année 150 000 logements. La question est de savoir si maintenant on les rénove suffisamment pour gagner des classes énergétiques. Il faut faire attention à deux choses. D'une part, il faut évidemment continuer à appliquer ces enjeux et cette priorité de réduire les classes G, donc les classes très énergivores, l'accord du patrimoine important dans ce cadre-là, et après de réduire les classes F et donc de vraiment avoir des immeubles, des bâtis qui consomment moins, sur lesquels les charges d'énergie vont être moins importantes, et donc que nos locataires aient des charges maîtrisées. Mais moi, je dis toujours de faire attention à ne pas rester à la question de la classe énergétique, parce qu'on peut changer un immeuble et le rendre tout à fait performant d'un point de vue de la consommation énergétique, et qu'on continue à mal vivre, parce que la disposition de l'appartement sera mal faite, parce que les parties communes ne seront pas assez insonorisées, etc., etc. Donc, les réhabilitations qu'on fait, c'est jamais que des réhabilitations pour gagner des classes énergétiques. Aujourd'hui, un de nos enjeux importants, c'est de refaire les pièces humides, c'est de répondre aussi à tous les enjeux sur les espaces verts autour de nos immeubles, et voir des espaces partagés, de voir aussi comment est-ce qu'on peut réintégrer du logement dans du bâti ancien. Vous voyez, ça va bien au-delà. Mais c'est d'ailleurs ce qui pose le problème. C'est qu'en fait, on fait rarement une réhabilitation juste une fois. Et donc, ça veut dire des coûts évidemment extrêmement importants, mais surtout qu'on améliore la qualité d'usage du logement, ce qui n'est malheureusement pas toujours prévu en fait, quand on nous donne des injonctions de volume de réhabilitation. Il faut comprendre ensuite que le volume est important. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va être le plus difficile. Alors, attention sur les classes G, parce qu'en fait, les bailleurs avaient depuis un moment prévu, en fait, d'accélérer la réhabilitation là-dessus. Mais quand même, d'ici 2028, réhabiliter l'ensemble des classes G et F pour les bailleurs sociaux, c'est quand même un objectif assez important. Et si je le dis ici, c'est que si nous, on a juste un peu de mal à le tenir, je n'ose imaginer ce qui se passera dans le parc privé, où ça va dépendre des votes qui seront faits dans chacune des copropriétés ou chez les propriétaires occupants. Vous avez des plans importants pour 2025. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement en quoi ça consiste, les quelques perspectives d'avenir des bailleurs sociaux et donc du logement social de manière plus générale? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part cette priorité très forte et qui d'ailleurs a encore été rappelée hier dans le cadre de la commission Rebsamen qui vient de se créer. On doit répondre aux besoins de logement. On a aujourd'hui 2,1 millions de personnes qui attendent un logement social, donc on a des objectifs de production de logement 250 000 dans les 2 ans qui viennent extrêmement élevés et sur lesquels, objectivement aujourd'hui, on est encore, me semble-t-il, très à la traîne. Alors, ce n'est pas les bailleurs sociaux qui sont à la traîne, c'est la société, parce qu'un programme de logement social, il se fait évidemment avec un territoire, avec un maire qui l'accepte, avec un permis de construire qui va bien, etc. Mais donc, les enjeux sont produire là où sont les besoins, et les besoins sont évidemment dans les zones denses, mais aussi, et je le redis tout le temps, dans les zones où il n'y a pas une forte pression du logement, mais où il y a toujours un besoin de logement avec des loyers modérés. Et donc, le logement social, ce n'est pas juste dans les grandes métropoles. Il y a des endroits, aujourd'hui, on est sollicité pour, par exemple, mettre en place des résidences autonomie pour les seniors avec des loyers modérés et qui sont du logement social, et c'est extrêmement utile. Donc ça, c'est la première priorité. Évidemment, répondre à la réglementation 2020, la nouvelle réglementation environnementale, qui commence en application en 2022. Donc là, un énorme enjeu de formation qui va être pour nous extrêmement lourd. Et puis aussi un enjeu de solution
parce que vous savez que la loi 20 s'applique aux habitats collectifs à partir de 2025. J'ai vu tout à l'heure, parce que j'écoutais la fin de votre première table ronde, qu'on discutait beaucoup des mix énergétiques et tout ça. Et objectivement, moi, j'attends de voir encore les solutions qui vont nous être proposées pour 2025. Hein. Je ne les ai pas totalement. Et puis aussi, c'est continuer à évidemment accélérer sur la rénovation. Je pense que c'est un peu quand même notre devoir et aussi notre fleuron de capacité à faire, de montrer qu'en fait, il est possible de rénover massivement. Donc, on a lancé, par exemple, des projets de massification de la rénovation, ce qu'on appelle Massi-Réno, avec l'idée, en fait, que sur le même type d'habitat, nous allons rénover toujours de la même manière et qu'on a des contrats avec des entreprises, des fabricants, des industriels pour avoir des solutions, en fait, qui sont industrialisées et qui donc seront, je vais se faire moins cher. L'idée étant vraiment qu'on accélère fortement, enfin voilà, qu'on ne va pas à 150 000 logements rénovés, mais plus. Mais je dois quand même le dire, les bailleurs font beaucoup depuis longtemps. Et donc là, aujourd'hui, les logements qui nous restent à rénover, c'est comme les logements les plus compliqués, avec des sujets que les gens n'aiment pas voir, mais qui sont les sujets d'amiante, très compliqués, les sujets de placement en ABF, et de trouver des solutions qui correspondent à ça. Donc voilà, c'est pas simplement, on ne fait pas juste parce qu'on veut ou on ne veut pas. Aujourd'hui, on fait parce qu'on a les solutions techniques, financières et acceptables pour notre locataire. Parce que la dernière chose que je voulais ajouter, après je me tais, nous, on a des locataires sur lesquels on ne peut pas augmenter vraiment les loyers ni les charges. Donc, il faut qu'on arrive à tout faire en, évidemment, leur permettant de ne pas avoir une augmentation trop forte de leurs charges. Voilà, on a peut-être eu un problème d'image, mais on vous entendait très bien. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'imagine que les élus locaux qui nous écoutent ont de temps en temps face à eux des locataires qui peuvent craindre que les investissements qui sont faits, comme vous le disiez, induisent des charges supérieures à ce qu'ils payent aujourd'hui. En revanche, le pari, c'est de faire en sorte que les économies d'énergie puissent compenser les investissements qui sont faits. En effet, c'est un des sujets. Alors, il peut arriver, évidemment, que pour financer une opération de réhabilitation, le bailleur décide d'utiliser ce qu'on appelle la troisième ligne, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ligne spécifique qui va financer une partie de l'opération de réhabilitation. Et donc, chaque occupant va participer dans des mesures assez faibles à la réhabilitation. Mais évidemment, vous l'avez dit, la promesse, elle est double. Baisser les émissions de gaz à effet de serre de nos bâtiments, et donc de participer ainsi à la stratégie nationale bas carbone, et ensuite limiter les charges pour le locataire et sa consommation d'énergie. Et là-dessus, je dois le dire, je pense qu'il nous manque, nous, encore un peu de recul sur l'ensemble des solutions qu'on développe à l'échelle de 5 millions de logements, parce qu'en fait, si vous baissez la consommation d'énergie, ça ne veut pas dire autant que vous baissez obligatoirement toutes les charges, parce que si la maintenance, en fait, coûte beaucoup, si vous devez faire intervenir des prestataires extérieurs tout le temps, ça peut être un problème. Et c'est justement ça où moi, en fait, et ce que nous faisons à l'Union avec nos adhérents, c'est qu'on essaie de les former, de leur donner l'ensemble des connaissances pour justement tenir leurs promesses en matière de maîtrise de charge. Parce que c'est évidemment un enjeu essentiel, mais ça veut aussi dire qu'on trouve des solutions qui sont pérennes. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas des solutions magiques, je ne cherche pas des solutions qui d'un seul coup vont baisser à zéro l'ensemble des consommations. Je cherche des solutions qui, dans la durée, valent le coup. Donc, il vaut mieux investir pour un bailleur sur des équipements qui sont plus chers, mais qui, dans les 20 prochaines années, vont tenir, parce que nos locataires, eux, ils ne supportent pas, en fait. Ils ne peuvent pas parfois supporter une augmentation de 10 € de charge par mois. Il faut comprendre quand même qu'on a des gens qui sont très fragiles socialement, et donc on ne peut pas jouer avec eux. Et d'ailleurs, on ne peut pas jouer avec la qualité du bâtiment sur les travaux qu'on va entreprendre là où ils habitent. Merci beaucoup. Donc, je vais me tourner maintenant vers Michael Suchanek. Michael Suchanek qui est directeur du développement secteur public de Green Yellow. Michael Suchanek est ingénieur de formation. Il a travaillé pendant 3 ans chez Antargaz, ensuite 13 années chez Bouygues Energy Service et maintenant, depuis quelques mois, chez Green Yellow. Alors, Michael Suchanek, c'est quoi Green Yellow, en 2 mots? Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Alors, c'est quoi, c'est qui Green Yellow? Green Yellow est né il y a 14 ans au sein du groupe Casino dans une démarche d'intrapreneuriat avec pour objectif d'accompagner le groupe dans sa transition énergétique à cette époque déjà, avec 2 grands axes. Déjà le développement des énergies renouvelables à travers le solaire photovoltaïque et puis l'efficacité énergétique, car les hypermarchés, les supermarchés du groupe Casino sont des gros consommateurs. Donc il s'agissait de réduire significativement ces consommations.
L'idée étant, pour le solaire, de valoriser les toitures de ces magasins et les parkings pour valoriser ces fonciers qui étaient inutilisés et inutilisables dans une démarche de production d'énergie. Aujourd'hui, c'est un succès puisque GreenYellow, fort de ce développement, accompagne concrètement aujourd'hui et exporte ses savoir-faire dans les territoires auprès d'acteurs publics et parapublics, des collectivités, des bailleurs sociaux. Justement, on y reviendra, Madame Cos, on a des projets en cours sur cette thématique-là, avec comme objectif à la clé d'être véritablement un allié dans la transition énergétique des territoires, mais un allié à taille humaine, vraiment une alternative crédible pour les accompagner. Alors, quelques chiffres clés peut-être pour préciser qui nous sommes. Aujourd'hui, GreenYellow, c'est 550 collaborateurs, répartis pour moitié en France et dans 17 pays. On exploite aujourd'hui plus de 300 mégawatts crête d'installations solaires photovoltaïques, 3000 contrats de performance énergétique pour réduire les consommations des bâtiments qu'on exploite. Et c'est d'ores et déjà plus de 1,2 milliard d'euros d'investis dans ces installations solaires ou de rénovation énergétique. Donc vraiment, des chiffres qui témoignent de notre engagement concret auprès de ces développements énergétiques. Alors pour les collectivités qui nous écoutent, qui nous regardent, que fait GreenYellow ou que peut faire GreenYellow en tant qu'acteur privé du secteur? Alors nos trois métiers, nos trois thématiques fortes en termes d'accompagnement des collectivités sont d'une part historiquement le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire le développement de fermes solaires qui peuvent être situées au sol, en toiture de bâtiments publics par exemple, ou en ombrière de parking pour apporter du confort, par exemple, sur ce type d'installation-là, avec un modèle de tiers investissement, en ce sens que GreenYellow vient financer l'installation, la conçoit, la développe, la déploie et l'exploite pendant toute sa durée, dans une démarche soit d'autoconsommation, lorsque le bâtiment a un profil de consommation qui s'y prête, soit d'injection au réseau. Et là, on revend l'énergie produite à l'opérateur. Donc ça, c'est le premier métier historique qui nous permet d'accompagner la transition écologique et énergétique dans les territoires. Le second, c'est l'efficacité énergétique, c'est ce que je disais, ce sont ces 3000 contrats de performance énergétique qu'on exploite aujourd'hui pour des clients majoritairement privés, mais on se penche là-dessus dans le tertiaire public notamment. C'est la rénovation des postes de consommation dans les bâtiments, l'éclairage, la production et distribution de chaud, la production et la distribution de froid, etc., avec à la clé une garantie de performance et la possibilité également d'investir pour cette rénovation énergétique dans les bâtiments. Et le troisième métier de GreenYellow, c'est ce qu'on appelle les services à l'énergie. C'est une plateforme de services assez complète dans lesquels on va trouver à la fois l'aide à l'achat d'énergie, comme un complément, je dirais, un prestataire de conseil en matière d'achat d'énergie externalisé. C'est aussi l'instruction des dossiers de certificats d'économie d'énergie, ces fameuses primes qui permettent de diminuer justement le coût de la rénovation énergétique dans les bâtiments. Mais on peut accompagner également les collectivités sur la thématique du décret tertiaire, par exemple, à travers notre offre d'ingénierie en supervision énergétique, ou encore, nouvelle activité que nous développons, les bornes de recharge pour véhicules électriques, où là aussi, nous pouvons accompagner, je dirais, sur toute la chaîne de valeur, un acteur public, depuis la conception, le financement, jusqu'à l'exploitation du service de charge. Donc c'est bien donc un accompagnement global sur toutes les thématiques liées au service énergétique. Ça veut dire que de façon très concrète, une collectivité territoriale fait un cahier des charges, lance un appel d'offres, et à ce moment-là, vous vous positionnez comme un acteur privé qui répond à cet appel d'offres. Ou bien en amont, vous pouvez éventuellement accompagner une collectivité qui souhaite justement se lancer dans une opération d'économie d'énergie. Absolument, les deux cas de figure sont possibles et justement pour rebondir sur les propos de M. Basile, on peut accompagner en amont une collectivité dans l'idée de dégrossir son projet, d'effectuer des études de faisabilité technico-économique pour voir comment tout ça peut s'inscrire dans son projet de développement, d'une part, et d'autre part, de répondre à des appels d'offres, et c'est bien ce que nous faisons en ce moment, à travers le projet de rénovation massive de logement social qui a été lancé par la centrale d'achat MACH dans les Pays de la Loire et la Bretagne. C'est le projet Énergie-Sprong qui consiste à rénover massivement 2000 logements et y ajouter, en plus de cette thématique de rénovation énergétique, un volet production d'énergie renouvelable pour garantir une économie d'énergie, je dirais, la plus globale possible à la fin de ce type de contrat avec obligation de résultat. On appelle ça le E égale 0, énergie résiduelle fossile égale 0. Et dans ce cas précis, GreenYellow s'est associé à des PME et des ETI locales des Pays de la Loire et de la Bretagne pour compléter, je dirais, ce dispositif très local avec notre capacité
d'ingénierie, notre capacité de financement et évidemment notre garantie de performance à la clé pour des logements sociaux rénovés et des économies d'énergie pour les bailleurs. Merci bien. Je vais me tourner maintenant vers Roland Mouchel-Blaiseau, dont il a déjà été question, puisque il assume la direction d'Action Cœur de Ville, dont parlait le maire de Montbrison, Christophe Basile. Donc, Monsieur Mouchel-Blaiseau, vous avez eu une carrière à la fois diplomatique, une carrière auprès de différents ministres. Vous avez été également dans une association que connaissent bien les maires, qui est l'Association des maires de France, dont vous avez été un directeur délégué pendant quelques années. Mais aujourd'hui, vous êtes parmi nous parce que vous dirigez Action Cœur de Ville. Et Action Cœur de Ville représente alors la ville de Montbrison, dont on parlait tout à l'heure, mais 222 villes moyennes. Et c'est une aventure, si je peux dire, qui se poursuit. Donc, que pourriez-vous nous dire du travail que fait Action Cœur de Ville dans un certain nombre de villes moyennes de notre pays? Voilà, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Avant peut-être qu'on aborde les questions plus précises de transition énergétique dans les villes, Action Cœur de Ville, qui a été lancée à la fin 2017 et début 2018, je dirais, est un programme qui correspond foncièrement aux sujets qui sont évoqués. C'est quoi? C'est la définition, quelles sont les villes en France qui, en dessous des métropoles et des grandes agglomérations, jouent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire. Alors, c'est ce qu'on appelle les villes moyennes, les villes préfectures ou sous-préfectures. Enfin, je vous dis que c'est pas anecdotique, que l'essentiel de ma carrière a été préfectorale, mais vous avez plutôt souligné les autres aspects, et j'ai été formé en faisant une trentaine d'années de sous-préfet, puis après de préfet dans un poste un peu atypique qui était les terres australes en Antarctique française, donc au cœur des enjeux écologiques de la planète. Mais je ferme la parenthèse. Et quelles sont en France métropolitaine, en Outre-mer, ces villes qui exercent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire? Et donc, 222 villes, ça va de Chinon, 8000 habitants, à Limoges, qui ont fait 135 000. Donc, on a plusieurs aussi anciennes préfectures de région, comme Besançon, Limoges ou Poitiers, ont été sélectionnées, donc non pas sur ce critère démographique, mais sur ce critère de centralité. Et ce critère de centralité, il est extrêmement important, puisque le but d'Action Cœur de Ville, c'est de faire venir ou revenir des habitants, des commerces, des services, des activités en ville, de lutter contre l'étalement urbain, de mettre un terme à l'anarchie périphérique commerciale, de revitaliser les cœurs de ville, que ce soit dans le domaine du logement, dans le domaine du commerce, bien sûr, dans le domaine des espaces publics, dans le domaine du patrimoine, etc., etc. Et si je peux de remettre de la nature en ville, et puis aussi si on peut l'inclure, même si c'est bien sûr à longue haleine, c'est de requalifier nos entrées de ville et d'agglomération qui ont été depuis ces dernières décennies complètement défigurées. C'est ça le but d'Action Cœur de Ville. Et il a une méthode qui est un peu, j'allais dire originale, même si c'est pas très original dans son exposé, c'est qu'il fait totalement confiance aux collectivités locales, villes avec leurs agglomérations, pour déterminer et mener leurs projets. Nous, la seule obligation, si j'ose dire, politique que nous avons mise en choisissant ces villes, sur proposition des préfets ou des partenaires financiers, c'était de dire, votre projet, c'est votre responsabilité politique de revitalisation, si j'ose dire, mais vous devez traiter en cohérence tous les mêmes sujets en même temps. Le logement, le commerce, la mobilité, le stationnement, les services à la population, les équipements publics, le patrimoine, la transition écologique. On a même mis la participation citoyenne. Parce que c'est le maire de Montbrison que je salue. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de me rendre dans sa très belle ville et dynamique agglomération. C'est que c'est lui qui sait mieux avec son équipe et les acteurs locaux ce qu'il est bon pour sa commune et son territoire. Et puis le maire de Colmar ou la maire de Poitiers, de leur côté, définissent leurs propres priorités. Mais ils doivent traiter en cohérence l'ensemble de ces sujets. Donc en clair, Action Cœur de Ville est un plan de soutien au développement des villes moyennes. Quand on l'a lancé il y a 3 ans et demi, ça suscitait un intérêt un peu distant. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce que souhaitent à fond nos compatriotes.
c'est de vivre dans des villes à taille humaine, la ville du quart d'heure, comme disent les urbanistes, dans lequel le cadre de vie est beaucoup plus agréable et où, bien sûr, on peut mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Voilà en tout cas l'objectif d'Action Cœur de Ville. Ce n'est pas un plan pour les villes qui vont mal, c'est un fonds d'intervention publique, un fonds d'amorçage destiné à encourager l'investissement privé à investir dans ces villes dans lesquelles la puissance publique croît. Voilà en tout cas, de manière très sommairement résumée, quel est l'objectif de ce plan qui a été donc décidé jusqu'en 2022. Et après, bien sûr, actuellement, et je pense que le maire de Montbrison est dans le même état d'esprit, il y a une très forte demande des maires, de toute tendance politique d'ailleurs, pour demander après 2022 la prolongation du programme, puisque une dynamique a été lancée, des milliers de projets ont été identifiés, et bien sûr, les élus et les acteurs locaux souhaitent pouvoir le mener à bien dans les prochaines années. À vous écouter, on comprend bien que vous vous intéressez à toutes les problématiques urbaines des villes-centres d'agglomération, notamment les villes-centres de taille moyenne. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes en quelque sorte un ensemblier de la ville à travers toutes les thématiques que vous suivez ou que vous accompagnez? Alors, en tout cas, nous, on est là pour accompagner, mettre de l'expertise, de l'ingénierie, financer. Et d'ailleurs, Emmanuel Cos, que je salue également, avec bien sûr toute la famille du logement social, est très présente dans beaucoup de rénovations d'immeubles, de logements, etc. Puisqu'on a des centaines de milliers de logements anciens vacants dans nos cœurs de ville. Donc, et qu'on peut faire de la qualité. Ça a été rappelé tout à l'heure. Mais je crois, si je peux me permettre, c'est qu'on a eu notamment dans la première table ronde, et je dis ça avec beaucoup d'admiration, un débat d'ingénieurs. C'est très important, effectivement, quelle est la meilleure réponse en termes de transport, en termes de consommation énergétique, etc. Mais il faut d'abord se poser la question que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, ou c'est celle qu'on n'est pas obligé de consommer. Et par exemple, l'étalement urbain, pour faire de manière très sommaire, est un premier consommateur d'énergie par l'éloignement des distances, par les passoires thermiques qui ont été construites dans beaucoup d'habitations. L'éloignement, on a trouvé pertinent d'éloigner de plus en plus les habitants des emplois, des commerces et des services. Et donc, c'est le premier facteur de consommation énergétique. Donc, si on veut une ville beaucoup plus inclusive, beaucoup plus au service des habitants, si on veut loger, que les gens puissent rester chez eux plus longtemps, et développer une ville qui soit une ville qui offre des services, bien sûr, et des meilleurs services à ses habitants, dans ce cas-là, alors je ne vais pas employer un gros mot parce qu'il n'est pas compris qu'est la densité, mais il nous faut en tout cas, en stoppant l'étalement urbain, réinventer une meilleure proximité. Alors, j'ai sorti ce matin avec la directrice de PUCA le guide de la sobriété foncière, parce qu'on a 25 agglomérations qui sont pionnières en France pour asseoir leur stratégie de développement urbain sur les principes de la sobriété foncière. On appelait ça la proximité juste. Mais vous voyez bien qu'on est dans un changement total de paradigme où il nous faut aussi inventer des nouvelles formes d'habitation, des nouvelles formes de vivre ensemble, où on concilie davantage l'aspect privatif, on veut chacun être chez soi avec des balcons, des terrasses, des espaces verts, et en même temps une meilleure mutualisation de l'espace. Et donc, Action Cœur de Ville, bien sûr, n'a pas la prétention de vouloir d'un coup de baguette magique tout résoudre, mais en tout cas qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se pose les bonnes questions en matière de mobilité douce, de mobilité, en matière d'étalement urbain, en matière de nouvelles formes, je dirais, d'organisation de l'espace, des nouveaux types de logements qui correspondent mieux aux aspirations profondes de nos compatriotes. Et on sort la semaine prochaine aussi le deuxième baromètre de l'immobilier dans les villes moyennes avec le Conseil supérieur du notariat et qui donnera aussi beaucoup d'éléments très intéressants. Mais vous voyez, toutes les enquêtes d'opinion disent bien que à 85%, nos compatriotes aspirent à vivre dans une ville à taille humaine. Et donc, il nous faut, en clair, on est devant un changement de paradigme qu'il nous faut préparer. Donc, Action Cœur de Ville est un peu pionnier, est un peu précurseur dans cette nouvelle. Si vous voulez, avant qu'on aborde les réponses techniques, et on a eu des très brillantes tout à l'heure, il faut se poser les bonnes questions sur notre aménagement urbain et sur la manière dont on doit loger les activités, loger les habitants, les nouvelles formes de commerce, les friches, etc., etc. Voilà en tout cas peut-être, et c'est pour la raison pour laquelle il y a un très gros effort de rénovation des logements et
on est à plus de 50 000 par l'ANA ou par les fonds d'action logement et avec une grosse participation des bailleurs sociaux que représente Emmanuel Cos. Mais on est aussi intéressé à ce que les promoteurs privés aussi investissent dans nos villes. Le but des 5 milliards qui ont été sanctuarisés d'ici 2022, c'est qu'ils soient, en fin de compte, qu'ils aient un effet d'entraînement démultiplicateur pour que des promoteurs privés, des indépendants, des commerçants, des nouvelles activités économiques. On est aujourd'hui aussi devant peut-être des évolutions très profondes en matière d'organisation, de nouvelles organisations de formes de travail, nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, notre intérêt, comme une sorte un peu de partenariat public-privé, c'est que l'impulsion que donne la puissance publique et les opérateurs d'intérêt général, comme par exemple la famille du logement social en particulier, permettent en tout cas un épanouissement de l'investissement privé au profit de l'ensemble des habitants et qu'on ait des villes beaucoup plus inclusives, etc., etc. Savez-vous, par exemple, que c'est dans beaucoup des villes moyennes que sont testées la navette autonome ou un certain nombre de navettes électriques, que nous avons, que nous avons les mobilités douces, que nous avons la rénovation logement. Enfin bref, j'ai plein d'exemples en tête, donc j'ai pas le temps de les développer. Que vous animez et que vous suivez sur les territoires. Je ne vous ai pas entendu, pardon. Non, vous nous expliquez finalement, ce sont des laboratoires de la ville de demain finalement qui sont en train de se tester sur le territoire à travers vos différentes actions. Et même de se réaliser, c'est-à-dire que on n'est pas dans on est dans l'expérimentation dans un certain nombre de cas, mais quand on rénove aujourd'hui déjà plus de 50 000 logements, quand on requalifie l'espace public, quand on développe des nouvelles formes de mobilité, notamment les mobilités douces, lorsqu'on requalifie les berges, souvent les berges de nos fleuves et de nos rivières, autour desquelles nos villes se sont construites, étaient devenues des no man's land. Quand on veut remettre de l'ordre dans la périphérie commerciale, savez-vous par exemple que grâce aux ORT, aux dispositifs ORT, 5 préfets ont déjà suspendu des projets périphériques qui menaçaient les équilibres commerciaux du centre-ville. Quand on rénove fortement le patrimoine, non pas pour en faire des musées, mais pour en faire des acteurs de la vie locale, lorsqu'on développe des tiers-lieux, lorsqu'on a des plateformes d'intermodalité autour des gares, tout ça, si vous voulez, ça vise à rendre ces villes dites moyennes, mais j'appellerais plutôt à taille humaine, beaucoup plus attractives et qu'elles contribuent plus fortement au retour de la croissance dans nos territoires. Je vous remercie pour ce panorama et je vais me tourner maintenant vers Dominique Charza qui représente Enedis en tant que directeur régional en Languedoc-Roussillon. Tout à l'heure, on a vu qu'RTE est chargé du transport, vous êtes chargé de la distribution. Donc, vous êtes Dominique Charza, directeur régional d'Enedis en Languedoc-Roussillon depuis maintenant près de 3 ans et vous avez passé toute votre carrière au sein d'EDF à différentes fonctions. Donc, d'une certaine manière, comment ça se passe pour EDF, cette transition énergétique? Et puis, on a une question de nos auditeurs sur l'autoconsommation. Donc, peut-être pourrez-vous y revenir pendant votre exposé sur ce que fait Enedis de façon très concrète sur le territoire. Dominique Charza, on vous écoute, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? On a un petit problème de communication avec vous, il semblerait. Alors, pendant qu'on règle le problème avec Dominique Charza, je voudrais revenir vers Christine Séguineau, qui tout à l'heure était avec nous pour la première table ronde. Et comme vous êtes vice-présidente du GART et qu'on a parlé des mobilités, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'est le GART pour les non-initiés des transports publics? Alors, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, parfait. Voilà. Donc, le GART, c'est une association des collectivités qui agissent au service de la mobilité. Donc, généralement, ce sont toutes les collectivités qui ont une compétence qu'on appelle autorité organisatrice de la mobilité, les AOM. Et donc, on est à peu près plus de 250 collectivités adhérentes au GART. Et c'est une association de type loi 1901 qui avait été créée en 1980 pour pouvoir justement favoriser les transports collectifs en alternative à la voiture individuelle.
Voilà, donc le président est Louis Nègre, qui est le maire de Cannes, et Guy Lebras, qui est le directeur général. Donc, cette association nous permet d'avoir une expertise, d'avoir des temps d'échange avec les membres, notamment, par exemple, sur tout ce qui concerne la problématique des masses, hein, donc toutes les données du transport public, leur utilisation et les différentes déclinaisons avec la loi des mobilités qui donne des possibilités. Ensuite, ça peut être également un vecteur pour être un porte-parole là au niveau national ou au niveau européen. Et on avait fait un gros travail lorsqu'il y a eu la loi d'orientation des mobilités, voilà, pour faire remonter les besoins des territoires. Donc, ça permet, voilà, de faire avancer la législation, puisque les collectivités, il faut qu'elles agissent sur les territoires, puisque ça a été dit, hein, les citoyens ont besoin de mobilité alternative à leur voiture, mais parfois on peut avoir des choses dans les lois qui ne permettent pas de mettre en œuvre. Donc, il faut arriver à faire passer tout ça. Donc après, on peut également avoir des rapports de publication. On avait fait un gros travail en 2019 sur la question qui a été à un moment très très évoquée un peu avant les municipales. Là, on entend un petit peu moins parler, donc notamment ce qui concerne la gratuité des transports. Donc là, il y a une étude qui a été réalisée avec un bureau d'études et puis les membres du GART qui ont travaillé là-dessus. Et donc, il y a un rapport qui est disponible pour voir quel est l'état des lieux de la gratuité des transports en France, quels sont les leviers, les avantages, les inconvénients pour permettre à chaque élu de prendre une décision. Donc, toutes ces publications, il y a aussi comment décrypter la loi des mobilités. Et puis, plus récemment également, il y a eu quelque chose pour aider les collectivités qui se poser la question de prendre ou pas la compétence mobilité à la place de la région sur notamment qui peut, lorsqu'il n'y a pas de AOM sur un territoire, la région peut venir en appui maintenant sur ces collectivités. Voilà. Donc, et on organise également des événements. Donc, moi, je vous invite. Il y a le 29 juin, il y a une conférence, puisque cette année, c'est les 40 ans du GART. Donc, quels sont les enjeux de la mobilité? Donc, avec différents intervenants. Et on organise également, en partenariat avec le GIE Transport, les rencontres territoriales du transport public. Donc, qui vont se dérouler à Toulouse. Je regarde mes petites notes, du 28 septembre au 30 septembre. Voilà. Donc là, on a tous les acteurs de transport avec des expositions, des conférences et notamment, il y aura également une visite du téléphérique qui va être bientôt terminé à Toulouse, qui est un mode de transport un peu innovant qu'on voit apparaître dans certains territoires nationaux. Donc, ce qu'on peut recommander aux collectivités territoriales qui veulent s'engager vers moins de consommation d'énergie dans le domaine des transports publics, c'est de se rapprocher du GART pour avoir à la fois des exemples et puis éventuellement des conseils auprès de leurs collègues. Une expertise. Donc, c'est le lien Internet, c'est gart.org. Très bien, le message est passé. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Dominique Charzat? Monsieur Charzat, est-ce que vous nous entendez? On a des problèmes de liaison avec votre belle région. Alors, si on ne peut pas vous joindre maintenant, on essaiera de vous donner la possibilité de passer les messages par l'intermédiaire de l'IGD lorsque ces deux tables rondes seront mises en ligne, de manière à ce que vous puissiez les regarder à nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Charzat, nous vous avons trouvé. Oui, désolé, j'ai eu des problèmes de connexion et je suis de nouveau connecté, j'ai préféré couper ma caméra. Désolé. Hein. Ce n'est pas de votre faute parce que vous n'êtes pas dans les télécoms, vous êtes dans l'énergie. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes le directeur régional d'Enedis en Languedoc-Roussillon. Donc, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ce que fait Enedis pour accompagner la transition énergétique au plus près des territoires? D'abord, ça a été dit tout à l'heure, hein, on raccorde les ENR, hein, plus de 30 000 par an, 94% de la capacité de photovoltaïque et d'éolien, et on adapte le réseau pour ça. Et puis, on met à disposition également des données pour la transition énergétique, 63 jeux de données qui permettent, par exemple, c'est un partenariat qu'on a développé à la Grasse,
de pouvoir mieux cibler les rénovations dans les bâtiments publics. Les collectivités peuvent ainsi avoir les données qui leur permettent de faire les bons choix d'investissement pour rénover les bâtiments. Voilà. Alors, aujourd'hui, le réseau public de distribution permet également de répondre à une aspiration de la population et des collectivités qui est évidemment de développer les ENR sur leur territoire, mais surtout de consommer localement cette énergie renouvelable. Ce qu'on appelle assez communément le produire local et le consommer local. Et on a développé des solutions d'autoconsommation qui permettent de répondre à cette aspiration. C'est-à-dire, alors par exemple, l'autoconsommation individuelle, c'est la première chose, c'est que les producteurs d'énergie renouvelable souhaitent pouvoir consommer leur propre production. On en a 100 000 aujourd'hui en France d'autoconsommation individuelle. En moyenne, leur propre production d'énergie renouvelable leur permettre de répondre à 20% de leurs besoins de consommation d'électricité. Et puis, on a aussi développé, et c'est plus récent, des opérations d'autoconsommation collective. Alors là, c'est des groupements de producteurs et de consommateurs qui échangent ensemble leur propre énergie à leur maille. Et, et grâce au compteur Linky, vous savez qu'on a aujourd'hui 32 millions de compteurs Linky, ces opérations peuvent se faire puisqu'on est en capacité de mesurer les flux d'énergie en injection et en consommation, produite et consommée en temps réel, et de pouvoir gérer ces systèmes d'autoconsommation collective. On a un bel exemple, c'est dans le Gard, à Alès. On a un bailleur social qui a développé une autoconsommation collective. C'est la plus importante de France, avec 100 logements, et qui permettent à chaque locataire de faire des économies d'énergie, à peu près 100 € par an sur la facture, en consommant les énergies photovoltaïques qui est produite sur le toit de ces logements, de ces immeubles. Voilà un exemple d'autoconsommation collective. Vous voyez, je vois que c'est projeté à l'écran. C'est l'opération Le Soleil de Rochebelle qui a été menée par les logis Sevenol. Et puis, on a un nouvel mode aussi qui se développe aujourd'hui, c'est les communautés énergétiques. Les communautés énergétiques, c'est au-delà de l'autoconsommation collective, qui est un échange d'énergie, c'est également des services énergétiques qu'on partage, notamment des stockages. On voit bien que c'est un enjeu fort pour la transition énergétique, le développement du stockage, mais également des services autour de la mobilité électrique, des recharges de véhicules électriques. Et on a une expérimentation sur le Gard, que je vois qui est projeté à l'écran, qu'on appelle Smart Lookila. C'est un démonstrateur qui est très, très prometteur. Alors, c'est à une petite échelle, c'est sur une petite commune qui s'appelle Le Quélard, dans le Gard. C'est un projet d'autoconsommation collective, mais aussi avec 3 batteries de stockage, et avec 2 bornes de recharge de véhicules électriques. Et ces bornes de recharge de véhicules électriques seront dans les deux sens, c'est-à-dire permettront de recharger des véhicules, mais également d'injecter, pour passer des pointes, de l'énergie sur le réseau. Et voilà. Et Enedis, évidemment, est partenaire de toutes ces expérimentations, et notamment en mettant à disposition les données qui permettent de gérer ces opérations. Voilà. 32 millions de compteurs Linky, je disais. Oui. Non, je disais, merci Dominique Chantard. Nous avons une question, je crois, de Christophe Basile qui voudrait, en tant que maire de Montbrison, vous interroger, si j'ai bien compris. Oui, je vous en prie. Le maire de Montbrison, une question pour Enedis. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, effectivement, il y a un partenariat assez étroit entre Cœur de Ville, je crois, et Enedis. Roland Chalbezo le précisait. Et j'ai répondu sur le chat qu'il était particulièrement intéressant de pouvoir récupérer l'ensemble de ces données pour les collectivités, en tout cas un certain nombre de données, parce que ça peut nous aider considérablement pour un certain nombre de projets. Et puisque j'ai encore 30 secondes pour pouvoir dire que, pour rebondir sur l'habitat tout à l'heure qui a été développé dans les différentes actions Cœur de Ville, ce que je voulais dire, c'est que les collectivités publiques, autant elles ont de la facilité à intervenir sur le domaine public, autant ça devient très compliqué quand on est sur le domaine privé et notamment sur l'habitat. Et dans les opérations Cœur de Ville et notamment les OPA-RU que cela entraîne, il y a vraiment un effet démultiplicateur et je le confirme. Juste pour vous donner un chiffre, sur la commune de Montbrison aujourd'hui de 16 000 habitants, nous avons plus de 50 millions d'euros d'engagement, d'investissement privé programmés sur les 4 ans qui viennent. C'est énorme, c'est énorme. C'est l'équivalent en investissement public d'un mandat entier. Alors, merci.
Sinon, ce que je vous propose, puisqu'on arrive au terme de nos 2 tables rondes, c'est que bien entendu, les participants aux 2 tables rondes puissent continuer à échanger, puisqu'ils se connaissent maintenant et qu'ils savent comment se joindre. Et puis bien entendu aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de l'IGD, à revenir vers nos participants aux tables rondes pour poser éventuellement des questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui sont arrivées sur le chat, mais si vous avez des questions à poser, je pense que l'IGD transférera aimablement aux différentes personnes concernées. Merci encore aux participants aux 2 tables rondes. Merci à vous qui nous avez écoutés et regardés. Et je vais céder la parole maintenant à Hubert Duménil, le président de l'IGD, pour quelques mots de conclusion. Merci, au revoir. Ouais, bof. Bonjour à tous. Je ne suis pas venu interrompre ni clore ce débat. Je vous invite donc à le prolonger surtout. Prolongeons-le. On a vu cet après-midi à quel point ils sont intéressants. Moi, j'ai passé deux heures passionnantes. Je trouve que ça redonne de l'envie de faire, du tonus, si je peux dire, d'entendre autant d'intervenants animés par des convictions, portés par des compétences et désireux d'agir. C'est bien à la fois le rôle et l'esprit de l'IGD d'être cette plateforme, comme cela a été dit, centrée sur la qualité des services publics industriels et commerciaux, fondée sur un principe d'échange, de dialogue, d'ouverture, de disponibilité de tous les acteurs publics, industriels et financiers, pour que cette plateforme d'échange contribue à l'amélioration des services publics en France. Nous avions choisi ce thème de la transition énergétique il y a déjà 2 ou 3 ans, en observant à quel point cette transition énergétique est en train de modifier profondément à la fois notre attitude de consommateur, de citoyen, mais aussi, et j'allais dire presque surtout, le rôle, les responsabilités des acteurs publics et les capacités et les compétences des opérateurs industriels. Et donc, comme nous le faisons toujours à l'IGD, nous réunissons des personnes de différentes composantes, compétences, origines, et nous les invitons à travailler ensemble pour 3 grands objectifs. C'est notre raison d'être. D'abord, observer et comprendre ce qui se passe quand ces transformations sont à l'œuvre. Deuxièmement, se préparer à l'avenir, vers quoi nous allons et comment faut-il s'y préparer. Et troisièmement, agir et entreprendre pour accompagner ces changements et les maîtriser. C'est cela la raison d'être de l'IGD. On a bien entendu cet après-midi à quel point la transition énergétique est un bon exemple de transformation profonde qui est en train de toucher notre pays, comme beaucoup d'autres, qui est en train sans doute de s'accélérer. Et de ce point de vue, il me semble que la crise que nous connaissons encore est un facteur d'accélération de cette transition. Raison de plus pour que l'IGD s'en saisisse. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce travail, qui a donné lieu à un rapport dont on a fait la promotion cet après-midi. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Il est fort bien fait. C'est l'occasion de féliciter tous ceux qui y ont contribué. Je remercie tout particulièrement Pierre-Emerick Chaban, notre délégué général, qui a piloté cela avec Laure Lagasse et la contribution importante de Michel Tellier. Alors, je remercie aussi
Michel Thiollière, bien entendu. On savait qu'il avait été élu, qu'il avait fait ce métier. On savait qu'il est aussi dans la régulation. C'est son deuxième métier. On a découvert aujourd'hui un troisième métier, c'est celui de modérateur et d'animateur de plateforme et de table ronde. C'est donc une personne qui a toutes les qualités pour réussir la table ronde d'aujourd'hui et je pense que vous l'avez vu dans son rôle de manière excellente. Alors, je ne vais pas tirer de conclusion de tout ce que nous avons entendu. Il me semble quand même que nous avons bien compris l'engagement des collectivités. On a dit que les territoires étaient l'une des clés de cette transition énergétique. On a vu deuxièmement des opérateurs industriels qui ne renient pas leurs compétences et leur histoire, dont on sait que depuis la guerre, ils ont été les éléments essentiels de la construction de notre pays, de son équipement en énergie, sa capacité à construire des réseaux au niveau national, et qui aujourd'hui sont en train eux-mêmes de contribuer à l'évolution de la transition énergétique et qui se mettent en disponibilité pour accompagner ces changements avec tous les acteurs territoriaux. Je pense qu'il faut qu'on continue à observer ce mouvement. Il faut qu'on regarde comment le plan de relance, les plans de relance en particulier, vont contribuer à cette accélération, aussi bien en France qu'en Europe. Il faut que l'on regarde, c'est aussi notre spécialité à l'IGD, si les dispositifs juridiques, contractuels sont bien adaptés à ces évolutions, à ces transformations. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces outils? Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles ou des freins à lever? Il y a sans doute ce troisième thème aussi qui a été évoqué largement aujourd'hui, l'équilibre entre le local, on parle beaucoup du local aujourd'hui, qui est en train de prendre plus de place. Comment donc faciliter le développement d'une production, d'une distribution locale, plus près du terrain, tout en assurant l'unité et la cohérence au niveau national. C'est une autre piste sur laquelle sans doute il faut continuer à travailler. Et puis il y a quelques secteurs, je dirais, qui sont particulièrement marqués par cette transition énergétique et qu'il faut qu'on regarde de près. On a évoqué celui des mobilités comme un secteur sur lequel on travaille et qu'il faut poursuivre sans doute. Ce secteur va être davantage touché encore sans doute par la transition énergétique. On a parlé de la ville, sans forcément utiliser l'expression de ville intelligente. Pas de doute que le développement urbain maintenant intègre dès l'amont des orientations politiques, intègre les évolutions énergétiques, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans où on se contentait de s'assurer qu'il y avait bien le raccordement, comme on disait, au réseau. Donc c'est une transformation profonde qui touche les acteurs de l'aménagement du territoire et du développement urbain. Voilà, et sans doute bien d'autres secteurs encore qui vont être marqués. Je pense au logement, avec cet énorme chantier de rénovation énergétique qui est devant nous et qui va sans doute mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences. On l'a entendu aussi cet après-midi. Voilà, donc merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. L'IGD s'honore d'être cette plateforme de débat et quand il voit concrètement que le débat, la rencontre, le dialogue est une source d'enrichissement mutuel et en même temps d'encouragement à agir pour l'intérêt du public, l'intérêt public et l'intérêt des services publics, l'IGD a là toute sa raison d'être. Merci à tous et à bientôt pour le prochain débat.